Bonjour, merci d'avoir gardé votre curiosité intacte et nous sommes dans l'onglet systémie, c'est-à-dire que nous allons parler de l'interaction entre les différents individus qui composent notre système, qui participent à la dynamique de production dans la recherche d'un but. Donc on va avoir des personnes qui vont donner des missions, des perspectives, des priorités, des ordres, un cadre réglementaire et des agents qui vont essayer de concilier tout ça pour garder intact et la cadence de production et le niveau de sécurité de l'ensemble. Ce n'est pas une mince affaire. Dans les différents modèles de sécurité, on se demande comment éviter l'événement indésirable, ou tout de moins comment éviter la conséquence catastrophique. Comment faire en sorte que notre système soit résilient, c'est-à-dire qu'une seule cause n'amène pas une succession d'événements surdimensionnés et tout à fait dommageables pour l'ensemble, que ce soit pour l'entreprise ou pour la société ou les clients. Est-ce qu'il existe dans mon organisation des mécanismes de récupération suffisants? Est-ce que nous avons une capacité d'adaptation? Est-ce que nous avons une capacité d'analyse? Comment est-ce qu'on articule l'innovation pour rester dans la modernité et la continuité pour que l'agent ne soit pas en apprentissage permanent avec les risques liés aux erreurs liées à l'apprentissage, ce qui est juste humain et normal? Comment est-ce que nous rapprochons le concepteur de l'opérateur pour que l'outil qui lui est fourni satisfasse effectivement les besoins de production et non pas un rêve d'ingénieur de l'année 2050, sachant que nous avons encore quelques années à passer avant, tous ensemble dans une dynamique cohérente. Nous allons aborder également la notion de dynamique des pressions de Rasmussen, c'est-à-dire qu'à un moment donné, notre organisation, elle doit satisfaire différentes contraintes, qu'elles soient financières, économiques, techniques, informatiques, avec des limitations qui sont imposées par la technologie, mais également des contraintes de but, des contraintes à la fois de performance et des contraintes de la sécurité qu'on veut garder maximale, une contrainte de production, mais un manque de temps, des enjeux donc de procédure et des enjeux environnementaux, de cadres et de normes. Donc ces différentes pressions, est-ce qu'elles sont conciliables et comment est-ce qu'on fait en sorte que notre individu, à la fin, quand il doit agir, il ne se trouve pas soit tétanisé, soit en contradiction avec l'une d'entre elles, soit obligé et poussé à l'erreur. Les modèles d'analyse qui permettent de travailler sur les erreurs quand on s'aperçoit que les résultats obtenus n'est pas conforme à ce qui était attendu, sont multiples. Donc le premier modèle qui est proposé, c'est le modèle Shell qui se présente comme une croix avec notre individu au milieu. Et notre individu, il doit composer avec une partie environnementale, une partie procédurale, une partie interface machine et d'autres personnes. À un moment donné, il peut y avoir un déséquilibre entre ces parties-là. On peut avoir changé une interface ou une procédure et pas avoir mis la formation suffisante en face. On peut avoir changé les relations ou les missions des personnes sans avoir changé l'organisation du système. Et tout ça peut amener un déséquilibre, comme par exemple une interface qui deviendrait incompréhensible. Et c'est ce qu'on a pu voir par exemple dans l'accident du Mont Saint-Odile. Il y a également le modèle bien connu de Reason, le fameux gruyère, où l'erreur se propage de plaque en plaque jusqu'à sortir de la boîte tel un beau diable sur notre opérateur de dernière ligne, celui qui va agir et parler en dernier, qui se retrouvera au mauvais moment à la mauvaise place, qui aura fait pourtant ce qui lui paraissait le meilleur, mais qui à un moment donné devra subir des erreurs qui sont dans le système bien en amont, qui sont latentes et qui attendaient la conjonction pour se manifester. Donc ça peut être des erreurs de conception, ça peut être des erreurs de réglementation qui étaient trop floues, ça peut être une organisation du travail qui était inappropriée, ou alors les fameux objectifs contradictoires dont on parlait un petit peu plus tôt. Par rapport à ces analyses, il vous est proposé également une présentation d'un arbre des causes. L'intérêt de l'arbre des causes, avec ses différentes branches, étant de casser la linéarité simpliste de l'analyse d'un événement où, à la fin, c'est toujours beaucoup plus facile de dire ce qu'on aurait dû faire au début.
Or, à un moment donné, mon opérateur, il va être en face d'une porte rouge, d'une porte jaune, d'une veine, d'une autre veine, d'un avion, d'un autre avion. Il va prendre sa décision en fonction de ce qui lui paraît le plus cohérent. De toute façon, il ne peut pas faire sur pause. Il est obligé d'avancer. Il va décider quelque chose. Le résultat ne sera pas bon. Et pourtant, il aura fait ce qui lui paraissait le meilleur. Donc, l'analyse doit essayer de remonter aux causes multiples, aux couches profondes, pour essayer de voir ce qui a amené notre opérateur dans cet entonnoir, pour aider le système à s'immuniser contre un événement similaire à l'avenir. Donc, ça permet de lutter cette présentation graphique où les gens vont représenter leurs ressentis, les différentes choses qu'ils ont pensées, d'une façon un petit peu plus logique et moins chronologique les événements, la succession des causes, et de ne pas tomber dans ce qu'on appelle le biais de rétrospection ou le yaka faucon. Donc ça risque d'intéresser énormément les analystes, sachant qu'il est très important de garder la confiance des uns et des autres pour continuer à se parler, à faire progresser notre système collectif. Et là, c'est ce qu'on appelle également la just culture ou la culture juste, qui est très avancée dans le domaine aéronautique et notamment dans le domaine du contrôle aérien, où là l'objectif n'est pas face à des erreurs de rechercher des coupables, mais de rechercher des solutions, de façon que rien ne soit caché sous le tapis, qu'il n'y ait le moins possible de tabous, qu'on puisse discuter de tout et essayer de voir comment améliorer l'ensemble. C'est comme un vaccin, le fait de parler, ça permet d'immuniser notre organisation. Et on va donc se retrouver face à un paradoxe. Si les personnes n'ont plus peur d'une judiciarisation ou d'un renvoi, elles vont donc dire tout ce qui leur paraît bizarre et on va avoir un nombre de reports, de rapports, d'incidents qui va être exponentiel. Et en parallèle, on aura une diminution de 100% des événements avec des conséquences catastrophiques et néfastes pour l'usager, le patient, le client. Vous trouverez également un article sur l'organisation collaborative et l'amélioration continue, ce qu'on appelle aussi la qualité, mais qui a toute sa place, bien sûr, dans le domaine de la sécurité, où une organisation doit être structurée pour savoir comment elle fonctionne. Donc les trois démons qu'on retrouve d'une façon commune, c'est le gaspillage, que ce soit les actions inutiles, la perte du temps ou les projets qui n'aboutissent pas, que la surcharge de travail, ce qui veut dire que tout ce qui est procédure ou organisation n'est pas adapté, ou alors une autre plaie qui est la non-utilisation des compétences des agents dont on dispose, car ils ne sont pas à la bonne place, sur le bon poste, et non seulement on n'utilise pas leurs compétences, mais en plus on perd leur motivation. Et là, ça nous fait faire un bond de l'aspect organisationnel à l'aspect management. Donc le management, il sert à débrouiller le quotidien, à amener une équipe de personnalités différentes à travailler ensemble. Donc là non plus, ce n'est pas une mince affaire. L'idée, c'est qu'à un moment donné, comme dans une équipe de sport, chacun amène sa compétence, qu'elle soit à 15 sur 20, à 5 sur 20 ou à 16 sur 20 par rapport au but immédiat, peu importe, mais qui donne le maximum en ne laissant pas de talent au placard. Et à un moment donné, tous ces talents, 1 plus 1, ça fera 3, ce sera magique, et ça va demander évidemment un certain nombre de postulats. C'est-à-dire que le sens des missions soit clair, que la convivialité soit de mise, qu'il y ait de la générosité et de l'interaction, que l'organisation sache positiver, qu'on voit les choses comme elles sont et pas pire, qu'on ne cherche pas des coupables, qu'on soit capable d'être assertif, c'est-à-dire de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, de ne pas agresser, de ne pas chercher des coupables à l'extérieur, de se dire bon là je me suis trompé, quel que soit son niveau hiérarchique, d'avoir des tableaux de bord, des indicateurs de réussite, des espaces de retour d'expérience et de partage avec tout le monde, quel que soit son niveau dans la société, et d'être créatif, puisque le propre de l'esprit humain, c'est vraiment cet esprit d'invention et d'adaptabilité. Chaque individu, dans le groupe, est le produit du ressenti qu'il a de la relation qu'il reçoit. Donc à un moment donné, ce sera un rapport entre l'effort qu'il a l'impression qui est consenti pour lui et l'effort que lui-même devra consentir. Et tout le rôle du manager, ce sera une mise en énergie de toutes ses compétences en diminuant le niveau de doute de chacun
et en augmentant le niveau de confiance en soi de tous les collaborateurs. On a également une notion un petit peu différente, c'est la notion de leadership. Donc le leadership, la différence entre le leadership et le manager, il gère le quotidien au plus près des troupes. Le leader, au lieu d'inspirer, il doit inspirer un mouvement. Au lieu de faire travailler des gens ensemble, il doit amener les gens à le suivre dans l'avenir et dans les missions qu'il propose, de lui faire confiance. On a également un passage sur l'entrepreneur, cet homme orchestre qui veut savoir tout faire. Donc, ça va dépendre du niveau de maturité de son entreprise. Au début, il va essayer de mettre en pratique d'une façon plus large une passion qu'il a, un talent dont il dispose. Il va être un artisan dans l'âme et il va essayer de tout gérer. Soit qu'il cherche ou pas des collaborateurs, des employés qui correspondent à sa vision des choses, soit qu'il ait du mal à déléguer. Mais ce ne sera pas possible tout le temps et longtemps. Si son entreprise se développe, à un moment donné, le chef d'entreprise ne doit plus être l'artisan qui a la main dans le cambouis, et ça peut être un vrai deuil, mais il va être celui qui visualise l'avenir, donc il va passer du côté leader, avec 3 responsabilités fortes. Le fait de maintenir le contact avec l'extérieur, pour que son entreprise se développe et soit connue. Le fait d'élaborer des stratégies de changement, de façon d'éviter de se scléroser et de disparaître. Et de définir des directions et du sens pour que les gens acceptent de le suivre et que les services se réorganisent. Parce que le changement fait partie de notre vie, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit collective, tout comme les 4 saisons se succèdent. Donc c'est soit des changements progressifs, comme les 4 saisons, qui sont accompagnés, une évolution permanente et douce, où les entreprises ne vont pas perdre leur mission, le sens qu'elles donnent à leur pratique, les collaborateurs vont s'y retrouver, ils sont fidélisés, ça n'empêchera pas les débats et la confrontation, mais tout le monde se fait confiance. Ou alors, rien n'aura été anticipé, les changements, ce sera quand on sera face à la crise, face au mur. Là, c'est un deuil, s'il n'a pas été accompagné, avec une succession d'émotions, une perturbation de représentation, de sens, une gestion de crise d'identité individuelle qui va forcément devenir une crise d'identité organisationnelle de l'entreprise, puisqu'on ne sert pas la main à une entreprise, on sert bien la main à des individus qui la composent. Et donc, soit il y aura effondrement, parce qu'on n'arrive pas à remettre une dynamique en place suffisamment vite, soit, au contraire, il y aura une réorientation et un nouveau modèle collectif qui nous permet d'avancer. Donc tout ça, ça repose sur les managers. Alors ça fait beaucoup de choses sur leurs épaules, mais le manager, lui, il est là pour canaliser l'énergie de chacun, faire que tout le monde puisse travailler dans la même direction pour produire ce que l'on attend en bout de course, dans les meilleures conditions de sécurité et de fiabilité. Et l'agent, lui, il est là pour être dans un cadre de confiance et faire cette cadence de production, et tout en garantissant la sécurité. Tout ça, ça va être basé sur la communication entre les personnes, c'est-à-dire à la différence de la communication fonctionnelle qu'on avait vue dans l'onglet facteurs humains, où là il s'agissait d'échanger des informations techniques pour une situation opérationnelle immédiate. Ici, il s'agit de s'adapter d'une façon permanente à la psychologie de son interlocuteur, de façon que tout le monde y trouve son compte dans une relation gagnant-gagnant. Donc chacun retient peu d'informations, va les interpréter suivant ses propres filtres. Même si on regarde dans la même direction, en fait, on ne voit pas la même chose, tout comme pour les couleurs, ou tout comme pour la musique. Donc l'idée, c'est de comprendre qui je suis, qui est l'autre, de me mettre sur le point commun et de partir de ce point commun pour éviter les conflits et se faire comprendre. Donc connaître son profil de communication, connaître le profil de communication de la personne en face, moi-même ou la zone des autres, et sortir aussi d'un triangle de gratification immédiate qui est très commun dans notre société, qu'on appelle le triangle de Karpman, où chacun va jouer un rôle convenu et très instinctif, et passer de sauveur, je sais mieux que les autres ce qui est bon pour eux, à persécuteur parce que finalement on m'écoute pas donc je vais finir par les obliger, à victime parce que je suis incompris avec tout ce que je fais et tout ce qu'on me demande et c'est impossible.
Donc l'idée, là aussi, c'est tout ce qu'on appelle l'assertivité. C'est-à-dire, je dis ce que je pense, je fais ce que je dis, et je n'impose rien qui ne soit compris et accepté. Ça paraît difficile, mais en fait, ça fonctionne très très bien à partir du moment où on est soi-même le modèle de ce qu'on veut que les autres fassent. Tout cela dans un seul but, générer de la motivation. C'est-à-dire un investissement personnel, une affectation de ressources de chacun à une tâche collective pour un objectif donc collectif de l'entreprise. Alors il y a différentes formes de motivation. La motivation intrinsèque qui va être complètement liée à ma personnalité et à mes valeurs, et la motivation extrinsèque qui va dépendre d'une récompense réelle ou imaginée que j'obtiendrai si je fais cette action. La motivation extrinsèque permet d'avoir une dynamique plus rapide, une mise en mouvement plus rapide. La dynamique intrinsèque va durer beaucoup plus longtemps, puisqu'elle correspondra à ma personnalité et à mes besoins. Nous appartenons tous à différents types de groupes, que ce soit des groupes familiaux, des groupes professionnels, des groupes sportifs. Chacun de ces groupes va pouvoir satisfaire une partie de mes besoins. Et l'équipe professionnelle est un groupe parmi d'autres, avec lui aussi des valeurs, des normes. C'est une entité qui est vivante, qui va suivre un cycle avec des changements lui aussi, dans lequel il va falloir mettre en place un processus d'adaptation avec des interactions et des influences, ces fameux effets de groupe où de temps en temps on rentre dans un tunnel de pensée et on n'ose pas faire valoir son esprit critique. Si je change de groupe, il va falloir que je désapprenne un comportement. C'est une gymnastique particulière de compréhension de valeurs, de relation à l'autorité. Je redis, parce que c'est très important, surtout dans le domaine de la sécurité, un individu peut avoir raison, mais on n'est pas dans un système démocratique. Donc l'idée, c'est vraiment de dire ce qui me tarabuste de façon à le poser sur la table et que ça fasse partie de la prise de décision, de jouer un rôle et d'accepter ou non le rôle qu'on veut me faire jouer dans ce collectif. Voilà, j'espère qu'avec tous ces sujets que j'ai abordés très rapidement dans cette présentation, même si avec 20 minutes elle est déjà assez longue, cela vous aura mis l'eau à la bouche, que vous serez intéressé par les articles que vous trouverez et que vous me suivrez également, soit sur le dernier onglet où je vous explique un peu plus qui je suis, soit dans l'onglet suivant qui parle de développement personnel. Bonne lecture et à bientôt. Au revoir.